Bonjour et bienvenue à cette session. Aujourd'hui, nous allons voir comment le choix de votre orchestrateur de conteneurs va améliorer votre gestion opérationnelle. Et pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Mercier, expert SRE chez Conto. Il vient partager avec nous l'expérience de Conto dans l'utilisation des services AWS et l'impact que ces choix ont eu sur leur sécurité et leur excellence opérationnelle. Vincent, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Vincent Mercier, je suis donc expert au sein de l'équipe SRE plateforme chez Conto depuis maintenant un petit peu plus de 3 ans. J'ai participé aux évolutions successives des déploiements et de l'orchestration de nos services. Pour présenter peut-être Conto en quelques mots, hein, c'est la néobanque des entreprises et des indépendants. Donc on fournit des comptes bancaires, des moyens de paiement, je dirais tous les outils qui vont permettre aux entreprises de se développer. Donc on est présent bien sûr en France, mais aussi en Allemagne, en Italie et en Espagne. Et on a un petit peu plus de 150 000 clients à ce jour. Et pour ma part, je suis Steve Well, architecte de solutions chez AWS. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et d'écouter ce retour d'expérience de Vincent, revenons sur ce qu'est une application moderne. Alors, de nos jours, les entreprises évoluent. Elles se digitalisent, se transforment, et ces changements vont permettre aux entreprises d'innover plus et plus rapidement. À cela, le monde du développement logiciel aussi a dû évoluer et s'adapter à ces demandes d'innovation continue. Aujourd'hui, nous ne concevons plus nos applications de la même manière, et c'est pourquoi, au lieu d'avoir un service unique monolithique, nous avons désormais des architectures modulaires, qu'on nomme souvent microservices, qui vont adresser des domaines métiers distincts. À ça, les modèles opérationnels aussi ont dû s'adapter et se mettre à gérer non plus une ou deux ou trois applications, mais une multitude de services. Et c'est pourquoi aujourd'hui les architectes vont faire le choix de services de plus en plus managés. Les processus de livraison aussi vont devoir s'adapter suite à l'arrivée en plus de l'agilité. Et on va devoir effectuer de multiples déploiements par jour, de multiples innovations. Et c'est pour ça qu'on va essayer au plus d'automatiser et de standardiser ces process-là. La gouvernance aussi. Avant, il y avait une équipe qui devait gérer un monolithe. Aujourd'hui, nous allons avoir une multitude d'équipes qui vont gérer une multitude de services. Et c'est pour ça que ça va être de la responsabilité de tous de permettre à ces services de pouvoir communiquer entre eux de façon synchrone ou asynchrone. Et enfin, les systèmes de base de données vont pouvoir s'adapter à votre cas d'utilisation et à la demande du service. Si maintenant on fait un petit tour sur le catalogue de services liés à la conteneurisation sur AWS, tout en bas, nous allons retrouver bien évidemment le stockage des images et des conteneurs. Ensuite, nous allons devoir héberger ces conteneurs et les déployer. Et ça va se faire au travers de deux services. Amazon EC2, si vous souhaitez le faire sur des machines virtuelles non managées. Et bien évidemment, notre service serverless, AWS Fargate, qui va être 100% managé. Ensuite vient le choix de l'orchestrateur Docker, c'est-à-dire l'outil qui va vous permettre de gérer les déploiements, la planification, l'élasticité et bien évidemment vos applications. Ici, pareil, deux choix s'offrent à vous. Amazon ECS, qui est notre orchestrateur de conteneurs historique, et le petit nouveau Amazon Kubernetes Services. Et enfin, on retrouvera des services qui vont vous permettre de découvrir et de mailler vos services les uns avec les autres avec CloudMap et AppMesh. Le choix de votre plateforme d'orchestration va se faire de deux façons. Déjà, choisir l'orchestrateur qui va héberger vos applications et les planifier, les déployer. Et de deux, choisir si vous voulez exécuter ces conteneurs sur des machines virtuelles ou sur un système managé. Revenons maintenant à EKS. Alors, qu'est-ce que EKS? C'est Amazon Elastic Kubernetes Service. Et c'est un service Kubernetes entièrement géré. EKS fonctionne en amont de Kubernetes et est certifié conforme Kubernetes. Si on regarde de plus près, aujourd'hui, EKS, c'est un control plane Kubernetes géré. C'est un service qui est hautement disponible et nous reviendrons dessus. C'est aussi des mises à jour automatiques des versions
Et bien évidemment, à partir du moment où vous êtes sur AWS, vous aurez la capacité de consommer l'intégralité des services AWS du catalogue. Quand je parle de disponibilité, comment ça se passe? Aujourd'hui, il faut voir que sur EKS, le control plane est géré par AWS. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand vous allez sélectionner en tant qu'utilisateur une région, c'est-à-dire une zone géographique sur AWS, donc parmi les 25 régions disponibles à ce jour, automatiquement, quand vous allez provisionner le service EKS, nous allons déployer pour vous un master dans chacune des zones de disponibilité. Une zone de disponibilité, c'est quoi? C'est un regroupement de un ou plusieurs data centers. Aujourd'hui, une région est composée d'au minimum 3 zones de disponibilité et donc au minimum 3 data centers. Et il faut savoir que ces zones de disponibilité sont séparées d'un certain nombre de kilomètres pour garantir une isolation en termes de risque d'inondation, risque sismique, mais assez proches tout de même pour garantir quand même des performances réseau acceptables. Pour garantir des performances réseau. Concernant ETCD, c'est pareil. Nous allons répliquer la base de données ETCD sur l'intégralité des zones de disponibilité pour garantir justement cette haute disponibilité de ce service. Ensuite, vous, côté utilisateur, vous allez choisir où déployer vos applications, vos conteneurs, et ainsi choisir si vous voulez les déployer sur 1, 2 ou 3 zones de disponibilité. Revenons à nous, Vincent. Alors, est-ce que déjà vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre application et son architecture? Alors, l'architecture logicielle de Conto est développée en microservices. Donc, on utilise principalement 3 langages de développement, Ruby, Go et Python. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de 60 microservices qui sont développés en interne, qui constituent les différents outils qu'on met à la disposition de nos clients. Donc je pense évidemment aux API, mais aussi aux intégrations avec les logiciels de comptabilité. Depuis peu, on a des connecteurs aussi pour Slack, Zapier. Mais c'est aussi tous les services qui constituent ce qu'on appelle le core banking system, c'est-à-dire vraiment toute la logique bancaire qui va être utile pour gérer les comptes de nos clients. À ça, il faut rajouter une trentaine d'autres services qui sont... À ça, il faut ajouter une trentaine d'autres services qui nous permettent de faire fonctionner l'infrastructure en elle-même, mais aussi tous les outils de support à nos équipes. En termes de chiffres, on a plusieurs centaines de conteneurs actuellement en production et nos environnements de pré-production sont beaucoup plus larges puisqu'on a atteint les 10 000 conteneurs. Et du coup, aujourd'hui, cet ensemble de services est géré par combien de personnes? Alors aujourd'hui, on est un petit peu plus de 150 au niveau de l'équipe tech et produits, et plus spécifiquement sur la partie plateforme, au sein de l'équipe SRE, et plus spécifiquement au sein de l'équipe SRE, nous sommes 6 sur la partie plateforme et 2 sur la partie plutôt accompagnement des équipes de développement. D'accord, alors, lors de nos discussions, vous m'avez raconté que votre solution actuelle n'était pas votre première plateforme. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu cette histoire de Conto? Alors effectivement, il y a 4 ans, il y a 4 ans, quand l'aventure Conto a commencé, la première version de la plateforme fonctionnait sur Docker Swarm. Donc ça nous a permis de lancer la première version du service. On a atteint les 30 000 premiers clients, mais on manquait de fonctionnalités. Ça allait être difficile d'accompagner l'hypercroissance de Conto. À ce moment-là, Kubernetes commence déjà à devenir un petit peu la référence dans le domaine de l'orchestration. On sent le potentiel et surtout, il y a les premières versions qui sont vraiment stables pour des déploiements à large échelle en production. Alors malheureusement, à cette époque-là, on n'a pas encore de service managé pour Kubernetes chez AWS. Et donc on décide de développer cette compétence et vraiment d'internaliser la gestion, le déploiement de clusters Kubernetes chez Conto. Et en 2019, on déploie le premier core banking
sur Kubernetes. Alors tout ça a évidemment bien changé, hein, depuis Amazon propose un service managé avec AWS EKS. Et puis il y a aussi eu des annonces récentes concernant Kubernetes. Bah oui, tout à fait. Alors, lors du reInvent 2020, qui est notre événement annuel, nous avons annoncé deux nouveaux services, EKS Distro et EKS Anywhere. Alors, qu'est-ce qu'ils vont permettre? Ils vont permettre à nos clients d'exécuter et de déployer des applications ou même des clusters Kubernetes de partout, aussi bien sur AWS, bien évidemment, mais aussi sur des environnements on-premise ou d'autres hébergeurs, et ainsi de rapatrier la gouvernance et la gestion opérationnelle sur AWS. Alors, si on en revient un peu à notre histoire, entre 2019 et 2021, vous êtes passé d'une offre Kubernetes non managée vers une offre managée. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels ont été les problèmes que vous aviez à l'époque? Alors Kubernetes, hein, c'est un outil formidable, mais c'est un outil qui reste malgré tout complexe à gérer, qu'il faut quand même entretenir assez régulièrement. Avoir de la scalabilité automatique sur un cluster Kubernetes, ça reste quelque chose de long, complexe à mettre en place. Il y a toute une gestion des certificats à mettre en place qui est assez complexe. Et l'outil qu'on utilisait à l'époque pour déployer nos clusters ne s'y prêtait pas du tout. On n'a jamais, je dirais, consacré vraiment le temps nécessaire pour avoir de l'auto-scalabilité, tout simplement car à cette époque, notre équipe était beaucoup plus petite, hein. C'était sur une équipe de 2-3 personnes, et surtout, on avait des objectifs sur, je dirais, des projets plus prioritaires sur la partie métier. Après, l'écosystème Kubernetes évolue très vite. On n'arrivait pas à suivre les cycles de mise à jour de Kubernetes, autant sur la partie vulnérabilité que sur la partie fonctionnalité. Et je dirais du coup, il y avait beaucoup de fonctionnalités Kubernetes finalement dont on ne profitait pas réellement. D'accord, et donc en 2021, vous avez eu le plaisir de finaliser la migration de vos environnements de production vers notre offre Kubernetes Manager EKS. Bravo pour ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que cela vous a apporté? Alors, clairement des gains opérationnels. Aujourd'hui, l'équipe plateforme passe beaucoup moins de temps à, je dirais, assurer la gestion au quotidien de nos 6 différents clusters Kubernetes. Donc, c'est-à-dire que l'équipe concrètement est beaucoup plus disponible pour travailler sur des projets métiers à forte valeur ajoutée pour Conto. Je dirais que plutôt que de travailler vraiment le contenant, aujourd'hui, on travaille vraiment le contenu de nos clusters Kubernetes. C'est aussi une charge en moins, notamment pour les équipes d'astreinte, puisque AWS assure toute la gestion du control plane et je dirais de toute la partie opérationnelle du service. Et avec le passage à EKS, on a aussi profité pour revoir l'architecture de nos clusters. Et on a maintenant des serveurs qui sont spécialisés pour les routages réseau, par exemple. C'est toute la notion d'ingress controller au sens Kubernetes. Et on a des nœuds dédiés par activité pour des services qui vont consommer spécifiquement plus de ressources CPU ou plus de ressources mémoire, par exemple. D'accord, ben, merci Vincent. Alors, on a vu l'impact que ce choix a eu d'un point de vue opérationnel. Aujourd'hui, quand on évoque la culture DevOps, on assimile ça aussi au processus de livraison des applications. Est-ce que, de votre côté, ce choix a changé votre façon de déployer vos nouvelles fonctionnalités et donc vous a apporté cette capacité d'innovation tant recherchée? Clairement. Un peu avant la migration vers EKS, on a revu la façon de déployer nos services sur Kubernetes. Et avec la mise en place d'Argo CD, qui est un opérateur pour Kubernetes, on est passé, je dirais, d'un modèle de déploiement traditionnel à vraiment une approche GitOps. Et aujourd'hui, avec cette solution, on fait un petit peu plus de 200 déploiements
en production par semaine. 200 déploiements par semaine, c'est un sacré chiffre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ici GitOps, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, tous nos déploiements, que ce soit sur la partie plateforme ou au sein de Kubernetes, sont désormais gérés avec cette approche GitOps, qui consiste principalement à gérer de l'infrastructure comme du développement logiciel. Donc, tous nos projets sont gérés par configuration au sein de dépôts Git, sur lesquels on a de la validation de code par les équipes plateforme, et on a bien sûr du déploiement continu pour industrialiser, automatiser toute la partie déploiement. Donc ça, concrètement, ça nous permet de faire des changements qui sont beaucoup plus rapides et d'avoir un meilleur contrôle sur la qualité de nos opérations. Et ça, c'est particulièrement adapté pour tous les environnements cloud et containers. D'accord. Alors, du coup, votre repository Git devient votre source de vérité. Alors, il me semble que vous avez aussi automatisé la création et le déploiement de vos clusters EKS au travers de briques technologiques que l'on nomme infrastructure as code. Alors, aujourd'hui, de nombreux services sont mis à votre disposition pour déployer votre infrastructure via ce genre de technologie. Aujourd'hui, chez Conto, laquelle avez-vous choisi? Alors, je dirais, historiquement, on utilisait Ansible pour tous nos déploiements, infrastructure et applicatifs. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien, je dirais, pour de la configuration de serveurs, mais c'était pas très adapté à la gestion de plateformes en cloud. Donc on a mis en place depuis maintenant 1 an et demi Terraform, donc pour le déploiement de toute l'infrastructure technique. Donc le code Terraform que l'on écrit finalement définit, configure, déploie toute l'infrastructure sur tous nos environnements. Donc c'est quelque chose dont on est évidemment très satisfait. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est maîtrisé par les équipes. Au-delà d'équipes plateforme, on tend à travailler aussi avec les équipes de développement pour leur donner davantage la main sur la gestion des ressources de la plateforme. Et c'est quelque chose qu'on voulait garder pour le déploiement des clusters EKS, même si AWS propose des outils pour déployer des clusters EKS. Je pense à EKS-CTL par exemple, ou même CloudFormation. On a fait le choix de rester sur Terraform aussi pour cette partie. Et là-dessus, pour ne pas réinventer la roue, on a fait le choix d'utiliser des modules Terraform communautaires qui sont proposés par CloudPose, qui nous ont permis de déployer encore plus facilement nos clusters et d'arriver à trouver la configuration, je dirais, parfaite avec le reste de nos systèmes qui étaient déjà déployés avec Terraform. Donc le résultat de ça, c'est qu'aujourd'hui, vraiment en quelques minutes, on est capable d'ajouter de la capacité, je dirais, à n'importe lequel de nos clusters. Et d'un simple changement, on est capable de provisionner de nouveaux clusters pour des usages spécifiques. D'accord. Tout à l'heure, vous avez évoqué des difficultés de scalabilité, d'élasticité sur votre premier cluster Kubernetes. Aujourd'hui, vous avez fait cette bascule vers un cluster managé. Auriez-vous un exemple d'un service nécessitant d'avoir cette souplesse et cette élasticité? Alors, comme beaucoup d'entreprises, on a des tâches qui mensuellement mobilisent beaucoup de ressources. Typiquement, chez Conto, tous les mois, on doit générer les relevés bancaires pour l'ensemble de nos clients. Donc, quand on a 150 000 clients, ça nécessite une grosse puissance de calcul pendant une très courte période de temps. Les relevés bancaires doivent être générés à une date précise, indépendamment du nombre de clients. Donc, tous les mois, ça devient entre guillemets de plus en plus dur d'atteindre cet objectif. Sans scalabilité automatique, on avait surdimensionné notre infrastructure pour pouvoir gérer ce pic. Depuis qu'on est passé en manager, on bénéficie effectivement de la scalabilité automatique, du nombre de serveurs au sein des clusters, et on a enfin pu activer les fonctionnalités de scalabilité horizontale de Kubernetes.
Et donc, nos services métiers, qui s'occupent de ces fonctions de génération euh, des relevés bancaires, eh bien, s'adaptent automatiquement à la charge de travail et vont automatiquement, en début de mois, eh bien, ajouter automatiquement des instances, des réplicas de l'application pour pouvoir gérer la charge. Donc c'est un vrai confort aujourd'hui. Depuis le passage à EKS, on bénéficie de la scalabilité automatique des serveurs au sein du cluster et on a enfin pu activer les fonctionnalités de scalabilité horizontale de Kubernetes. Donc nos services métiers s'adaptent automatiquement à cette charge de travail en début de mois pour ajouter le nombre de réplicas nécessaires pour assurer la charge de travail. Donc c'est un vrai confort pour les équipes. Et aujourd'hui, le pic du cycle de facturation n'est plus un sujet d'inquiétude. D'accord. Alors, Vincent, vous l'avez dit, Conto est une startup en hypercroissance. Donc, j'imagine que cette croissance a un impact aujourd'hui sur votre infrastructure. Quel est-il? Alors, nos équipes de développement créent 2 à 3 nouveaux microservices chaque mois. Donc, ça représente un défi en termes d'évolution de charge sur la plateforme. Dans notre ancienne plateforme, si on devait faire évoluer nos clusters, ajouter un nouveau serveur, c'est une opération qui pouvait nous prendre plusieurs heures. Et la durée, finalement, était proportionnelle à la taille des clusters. En fait, plus on augmentait la taille de notre plateforme, plus il était difficile, plus il était long de la faire grandir. Désormais, avec l'autoscaling et les instances préparées, c'est automatique et l'opération prend moins de 3 minutes. D'accord. On vient de voir les aspects performance. Abordons maintenant un sujet qui nous est cher chez AWS, c'est la sécurité. Alors, si aujourd'hui vous deviez faire un bilan, qu'est-ce que ce service manager vous a apporté d'un point de vue sécurité sur votre infrastructure? Il y a un aspect évident pour une structure comme Conto qui accueille une dizaine de nouveaux développeurs chaque mois, c'est la centralisation des accès. Donc la centralisation autour du service AWS IAM. Aujourd'hui, tous les accès à nos clusters sont gérés via des rôles sur IAM et les attributions sont gérées de façon automatique, transparente par notre solution de SSO. Donc il n'y a plus de gestion manuelle des accès. Ça simplifie évidemment l'accueil des nouveaux arrivants dans l'équipe, puisqu'en utilisant leurs accès AWS, ils vont pouvoir récupérer toute la configuration pour se connecter à nos différents clusters. Donc je dirais que l'équipe plateforme est contente puisque ça leur fait moins d'intervention, et l'équipe sécurité a aussi gagné en traçabilité sur toute la partie accès, et on peut appliquer aujourd'hui des stratégies beaucoup plus efficaces et les audits sont également beaucoup plus simples à réaliser. Alors, on le sait, Kubernetes est un projet open source très actif. Comment est-ce que AWS, au travers de son service EKS, vous accompagne justement dans la mise en place de ces correctifs de sécurité ou même les montées de version? Alors, historiquement, on fonctionnait avec une stratégie de blue-green déploiement pour nos clusters Kubernetes. Donc, concrètement, on déployait des nouveaux serveurs avec les nouvelles versions de Kubernetes et ensuite on déplaçait nos applications. Ça nous donnait un filet de sécurité. Désormais, les changements de version de Kubernetes, mais aussi tous les correctifs de sécurité se font in place. La grande différence, c'est qu'on est passé sur un modèle avec des serveurs immutables pour lesquels AWS va nous mettre à disposition des images de serveurs. Donc on abstrait vraiment la problématique de gestion bas niveau du système d'exploitation. Et maintenant, on n'a plus qu'à choisir finalement quand déclencher nos mises à jour, qui sont transparentes pour les applicatifs et aussi du coup pour nos clients.
Donc ça nous permet vraiment d'appliquer des correctifs de vulnérabilité et des montées de version beaucoup plus régulièrement. D'accord, alors, nous venons de parler performance, sécurité. J'imagine que ce choix de solution a aussi impacté votre facture, qu'elle soit AWS ou humaine. Alors oui, le premier gain, on en a parlé, hein, c'est vraiment le temps gagné par les équipes qui n'ont plus besoin d'assurer la gestion des clusters OTCD, du renouvellement des certificats, les différentes briques vraiment Kubernetes. Euh, L'aspect plus technique, c'est que eh bien, on a supprimé tous les serveurs qu'on utilisait pour le control plane de chacun de nos clusters Kubernetes. Et surtout, on est maintenant en mesure d'ajuster précisément la taille de nos clusters à nos usages. Et donc, du coup, on a une meilleure rentabilité, meilleure utilisation de chacun de nos serveurs. Avant d'avoir cet auto-scaling, hein, on avait vraiment surdimensionné plusieurs de nos clusters pour pouvoir gérer des pics de charge. Maintenant, on a le bon nombre de serveurs et la plateforme s'adapte aux besoins réels du métier. Donc là, on est vraiment dans la promesse du cloud où les infrastructures s'adaptent aux besoins métiers. La prochaine étape sur les aspects coûts, c'est d'aller encore optimiser ce point avec l'utilisation des spot instances. Donc évidemment pour nos environnements de pré-production qui s'y prêtent, mais très certainement aussi pour nos environnements de production. Et ça va nous permettre de réduire encore nos coûts d'infrastructure. D'accord. Maintenant que cette migration de la production a été réalisée, quelles sont vos prochaines étapes sur EKS? Alors maintenant qu'on a migré, je dirais, tous nos environnements, on va travailler sur l'intégration entre EKS et les autres services AWS. Donc on va travailler notamment avec le service Secret Manager pour toute la gestion des secrets au sein des applications qui tournent sur Kubernetes. Et ça devrait nous permettre de relever encore d'un cran notre niveau de sécurité et fluidifier tout le processus de gestion des secrets dans nos applications. Et bien sûr, on prépare la mise à jour de Kubernetes en version 1.19 pour tirer parti des toutes dernières fonctionnalités. Bon, je dirais que c'est un bilan plutôt positif, que cette migration vers notre offre Kubernetes Manager. Quelle est votre prochaine mission aujourd'hui euh, sur AWS? Alors, de façon générale, hein, on va aller de plus en plus vers les services managés, enfin vraiment de concentrer le travail de nos équipes sur je dirais, les problématiques métiers chez Conto et vraiment l'assistance aux équipes en interne. On a un sujet très similaire en fait avec Kafka qu'on a également déployé en interne il y a un petit peu plus de 2 ans et on est en train de préparer une migration vers AWS MSK, donc qui est le service managé par Amazon pour Kafka. Eh bien, merci beaucoup Vincent pour ce témoignage qui, j'espère, aura éclairé nos auditeurs sur la manière dont vous avez tiré parti des services d'orchestration de conteneurs managés sur AWS pour améliorer votre sécurité, votre fiabilité, votre excellence opérationnelle et votre performance au sein de vos équipes. Merci Steve. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé cette session, des 5 étoiles et partagez vos retours. Merci beaucoup. Au revoir.